Et nous voici déjà dans les rappels, re-bienvenue. Donc on voit ici les rappels sur la cinétique chimique et la catalyse. Et tout d'abord, nous allons définir la durée de réaction. Alors, d'abord la notion de réaction. Réaction rapide, réaction lente. Un système chimique, s'il n'est pas stable, évolue de son état initial vers son état d'équilibre, comme nous l'avons vu au chapitre précédent sur les acides-bases. Cette évolution prend un certain temps, que l'on appelle la durée de réaction. Une réaction est dite rapide si, à l'œil nu, elle paraît terminée dès que les réactifs entrent en contact. La réaction acido-basique, par exemple. Sinon, elle est dite lente. La combustion d'une feuille de papier, l'oxydation du fer par le dioxygène de l'air, etc. Tout ça prend du temps, on a le temps de la voir se faire. Alors, le temps de demi-réaction, de façon plus précise, c'est la durée, pour laquelle l'avancement X de la réaction a atteint la moitié de sa valeur finale, XF. Cette valeur est plus commode à déterminer et à utiliser que la durée de réaction, voire l'allure de la courbe. Il est difficile de déterminer exactement quand X atteint sa valeur finale. D'accord? Donc si vous voulez définir la durée de réaction, c'est la durée pour laquelle la réaction se fait totalement, donc jusqu'à l'avancement final. C'est difficile à déterminer à partir de quel moment elle finit vraiment. Ici, là, pas évident. Par contre, de déterminer le temps de demi-réaction, ici, pour laquelle l'avancement est la moitié de l'avancement final, là c'est beaucoup plus simple et c'est une valeur précise. D'accord? Donc faites attention à cette définition. T demi, le temps de demi-réaction, ça n'est pas la moitié de la durée de réaction. D'accord? C'est le temps qu'il faut pour que l'avancement de la réaction soit la demi de l'avancement final. Voilà. Retenez bien cette définition parce qu'on va l'utiliser très souvent. Ok. Alors, évolution d'une quantité de matière au cours du temps. L'avancement d'une réaction n'est pas une grandeur que l'on peut déterminer directement par l'expérience. Seules les quantités de matière, de produits et ou de réactifs peuvent être déterminées. Les quantités de matière, de réactifs et de produits sont évidemment liées à l'avancement de la réaction. Donc il faut savoir faire un tableau d'avancement pour pouvoir trouver cette relation. On le voit ici. Dans le temps, évidemment, au début, il n'y a pas de produit. Et puis, au fur et à mesure que la réaction se déroule, il y a formation de produits jusqu'à un état final, ici, où on aura une quantité de matière à l'état final qui est NF. Eh bien, on pourra déterminer de nouveau ici le temps de demi-réaction comme le temps dans lequel on aura formé un nombre de moles, une quantité de matière, qui est la quantité de matière finale divisée par 2. Si on regarde ce qui se passe au niveau du réactif limitant, ce sera pareil. Le réactif limitant est celui qui va disparaître totalement. D'accord? C'est celui qui va limiter la réaction. Quand il n'y en aura plus, la réaction va se terminer. Eh bien, le temps de demi-réaction, de nouveau, sera égal à la quantité de matière initiale de ce réactif limitant que l'on divise par 2. Et quand on atteindra cette quantité de matière divisée par 2, on aura atteint ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Voilà, ok? J'espère que c'est clair, que vous voyez comment le déterminer, donc, ce temps de demi-réaction. Alors, quelques petits rappels maintenant de première S. Alors, des petits rappels de première S sur l'oxydoréduction, parce que de nouveau, ce sont des réactions très importantes dont on va entendre parler dans la suite de l'année, et où la cinétique joue un rôle important. Donc, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction encore? C'est un échange d'électrons entre un oxydant, qui est une entité qui capte un ou plusieurs électrons, et un réducteur, une entité qui cède un ou plusieurs électrons. Donc un oxydant est associé à un réducteur dans ce qu'on appelle un couple redox, présenté dans l'ordre oxydant à gauche, réducteur à droite. Exemple, O2, H2O, MnO4-, Mn2+, ou encore Fe2+, Fe. Et donc, une demi-équation électronique permet de passer d'une forme à l'autre par échange d'électrons. On peut ajouter de l'eau et des ions H+, c'est-à-dire des protons, d'un côté ou de l'autre pour pouvoir l'équilibrer. En milieu basique, on peut ajouter par contre des ions hydroxyde, H- d'un côté ou de l'autre, à la place des protons. Donc la forme générale d'une demi-équation d'oxydoréduction, ce sera l'oxydant plus n électrons donne son réducteur associé. Et on équilibrera en mettant de l'eau ou des ions protons ou des ions hydroxyde à droite ou à gauche suivant les conditions.
Alors allons-y pour quelques exemples. Considérons ici donc les demi-équations d'oxydoréduction. Dioxygène O. Alors, si on a une molécule de dioxygène et qu'on lui rajoute 2 protons et 2 électrons, on pourra convertir ça en 2H2O, 2 molécules d'eau. Pour l'ion permanganate avec l'ion Mn2+, ce qu'on aura, c'est que MnO4- plus 5 électrons plus 8 protons donnera Mn2+, plus 4 molécules d'eau. Dans le cas de l'ion Fe2+, avec l'atome de fer, ce qu'on aura, c'est Fe2+, plus 2 électrons qui donnent Fe. Donc à chaque fois, oxydant à gauche, réducteur à droite, et donc l'oxydant capte des électrons pour donner son réducteur associé. Alors, lorsqu'on passe maintenant à l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction, entre l'oxydant d'un couple 1 et le réducteur d'un couple 2, eh bien, on ne doit pas faire apparaître d'électrons. D'accord? Donc les électrons qui sont là ne doivent pas apparaître dans le bilan d'une équation d'oxydoréduction totale. Il faudra donc multiplier les demi-équations redox des deux entités par un nombre tel que le nombre d'électrons donné par le réducteur soit égal au nombre d'électrons acceptés par l'oxydant. Prenons un exemple. Si je prends l'oxydation du fer par l'ion permanganate, donc les réactifs, c'est les ions permanganate d'un côté, donc ils sont bien à l'origine de la flèche, qui va ici de gauche vers la droite, et le fer qui est l'autre réactif, mais qu'on va écrire cette fois-ci de droite à gauche, d'accord, pour être en mesure d'équilibrer par après. Voilà. Alors, comme indiqué ci-dessus, MnO4- plus 5 électrons plus 8 protons donne l'ion Mn2+, plus 4 molécules d'eau. Et ici, on va considérer que comme le fer est un réactif, le fer va donner du Fe2+, plus 2 électrons. D'accord? Si je veux équilibrer, eh bien il faudra multiplier respectivement par 2 et par 5, de sorte que le nombre d'électrons ici soit égal au nombre d'électrons là. Et quand je réécrirai donc les deux demi-équations bien de gauche à droite, ces 10 électrons qui seront de part et d'autre pourront disparaître. Donc, résumons ceci. La demi-équation associée à l'ion permanganate se fait de la gauche vers la droite, car cet ion est un réactif. Okay? La demi-équation associée au fer se fait de la droite vers la gauche, car le fer est un réactif. En multipliant par les nombres indiqués en bleu, donc 5 et 2 respectivement, les deux demi-équations, on arrive à 10 électrons cédés par le fer et 10 électrons acceptés par l'ion permanganate. L'équation bilan est donc la suivante. Voilà, vous pouvez le faire comme moi. Ce qui veut dire qu'après simplification, l'équation bilan sera celle-ci, sans les électrons, puisqu'on a fait en sorte qu'ils puissent disparaître. D'accord? Il y a conservation de la charge lors d'une réaction chimique, donc il n'y a pas de raison d'avoir des électrons d'un côté ou de l'autre. Voilà, et on finira donc avec 2 ions permanganate, c'est-à-dire 2 moles d'ion permanganate, plus 16 moles de protons, plus 5 moles de fer, donneront 2 moles d'ion Mn2+, plus 8 moles d'eau, plus 5 moles d'ion fer de plus. Voilà. Ok, passons à la suite alors. Quelle est-elle? Bon, allez, continuons à la loi des gaz parfaits. Donc c'est toujours un rappel de l'année précédente. Alors, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Donc un gaz qui n'est pas soumis à une pression trop importante obéit à la loi des gaz parfaits. Cette loi donne une relation entre la pression P en pascal de ce gaz, le volume V en mètres cubes qu'il occupe, sa température T en Kelvin et sa quantité de matière N en mol. Et cette loi est indépendante de la nature chimique du gaz. Donc le gaz peut être n'importe quoi. Ça peut être du dioxygène, du diazote, du dihydrogène, ce qu'on veut, du moment qu'il n'est pas soumis à une pression trop importante. Et donc cette loi s'exprime de la façon suivante. Le produit de la pression fois le volume, c'est un certain nombre de moles, fois ce qu'on appelle R, qui est la constante des gaz parfaits, qui a une valeur bien déterminée, fois la température en Kelvin. Voilà. Donc cette constante des gaz parfaits, elle vaut 8,314 joules par mole par Kelvin. On peut donc suivre, en suivant cette loi, l'évolution d'une réaction chimique, par mesure du volume de gaz qu'elle dégage, si un gaz est produit au cours de cette réaction. D'accord? Donc on peut mesurer le volume, parce qu'à pression constante, si le volume augmente, la quantité de matière augmente. Voilà, donc pression constante, température constante,
Si le volume augmente, c'est que le nombre de moles augmente et je peux suivre l'évolution de la réaction. Ok, toujours? Bien, allez, passons à la suite alors. On revient à la cinétique, après ces rappels de première S. Donc les facteurs cinétiques. Au niveau microscopique, une réaction entre deux entités chimiques se fait lorsqu'elles se rencontrent, qu'il y a un choc entre elles. D'accord? Donc une réaction ne peut avoir lieu entre deux entités chimiques que s'il y a choc entre ces entités. Et s'il y a choc avec suffisamment d'énergie pour qu'elles puissent interagir, ces entités, et se transformer. D'accord? Donc il faut qu'elles se heurtent, les deux entités, avec suffisamment d'énergie pour qu'elles puissent se transformer. C'est ce qu'on appelle un choc efficace. Les facteurs qui influencent donc cette réaction sont les suivants, les trois principaux. La température. Plus la température est élevée, plus le mouvement des entités chimiques est rapide, et donc plus les chocs entre elles sont nombreux et violents. Ceci rend la réaction plus rapide. La concentration des réactifs. Dans une solution, plus les réactifs sont concentrés, plus la probabilité qu'ils se rencontrent est grande, et donc plus il y a de chocs entre eux. Ceci rend également la réaction plus rapide. Enfin, le solvant. La nature du solvant peut avoir une influence sur la vitesse d'une réaction. Bon, c'est plus difficile à comprendre, mais sachez que ça joue un rôle. Ok, alors, on en arrive alors à la catalyse. Qu'est-ce qu'un catalyseur? À quoi sert-il? Quels sont ses avantages d'utilisation? Alors, un catalyseur, c'est une espèce chimique, ou un ion, d'accord, augmentant la vitesse d'une réaction donnée, mais dont la quantité à l'état initial est égale à la quantité à l'état final. Il n'apparaît donc pas dans l'équation bilan. Donc, ce n'est pas un réactif, ce n'est pas un produit, c'est une espèce qui participe à la réaction, mais qui n'est ni produit, ni ne disparaît dans cette réaction. D'accord? Qui plus est, un catalyseur ne fournit pas d'énergie. Il ne permet donc pas de réaliser une réaction qui nécessite de l'énergie. D'accord? Si la réaction ne pouvait pas se passer sans catalyseur, elle ne pourra pas se passer avec le catalyseur. La seule chose que peut faire le catalyseur, c'est la faire aller plus vite, grosso modo. Alors, l'électrolyse de l'eau. Pour transformer l'eau en dihydrogène et en dioxygène, selon la réaction d'équation bilan H2O donne H2 plus 1,5O2, un apport d'énergie est nécessaire. Cet apport se fait sous forme d'énergie cinétique, dans un électrolyseur. Aucun catalyseur ne permet de réaliser cette réaction sans apport d'énergie. Ce n'est pas le fait de mettre un catalyseur qui va faire que cette réaction se fasse. Non, il faut un électrolyseur. Deuxième point, un catalyseur peut être sélectif, c'est-à-dire favoriser une réaction plutôt qu'une autre, à partir du ou des mêmes réactifs. Exemple, si je prends la déshydratation ou la déshydrogénation de l'éthanol, eh bien on peut favoriser l'une ou l'autre de ces équations, ici, chimiques, en utilisant un catalyseur. Voyons comment. Alors la réaction, ici, ça c'est l'éthanol. CH3, CH2OH. Cette réaction qui donne, ici, CH2, CH2 plus H2O, c'est ce qu'on appelle une déshydratation, est catalysée par l'alumine, Al2O3. Là, la réaction qui est ici, où on a toujours de l'éthanol au départ, mais qui donne du CH3CHO plus du dihydrogène, c'est ce qu'on appelle une déshydrogénation, est catalysée par le cuivre métallique. D'accord? Donc ces réactions sont catalysées par des catalyseurs différents. Et on voit qu'à partir du même réactif, eh bien on peut obtenir l'un ou l'autre produit en fonction du catalyseur qu'on a obtenu. Donc on a une sélectivité. Le catalyseur peut nous amener à un produit qui est différent, même en partant du même réactif, simplement en choisissant bien. Ainsi, à partir du même réactif, mais en choisissant un catalyseur différent, on peut donc orienter la réaction vers un produit plutôt qu'un autre. Alors, point final, dans ce cas-ci, avec le catalyseur, si l'on prend une réaction équilibrée, mais qui n'est pas totale, un catalyseur permet d'atteindre l'équilibre plus rapidement. Ça modifie donc la cinétique, la vitesse de la réaction. Mais ça ne modifie pas l'état d'équilibre du système chimique. Donc à la fin, l'état d'équilibre sera le même. Simplement, on y arrivera plus ou moins vite. Donc voici une réaction qui n'est pas catalysée,
on voit qu'à la fin, on atteint un certain niveau d'avancement, un taux d'avancement ici qui est de 66%. Eh bien, si on utilise un catalyseur, on va atteindre cet état final plus vite, hein, mais on ne va pas changer le taux d'avancement de la réaction. On va arriver au même taux d'avancement, mais on va y arriver plus vite quand la réaction est catalysée. D'accord? On comprend bien la notion de catalyseur. Elle permet à la réaction d'aller plus vite. C'est tout. Ok. Alors, il y a différents types de catalyse. On a ce qu'on appelle tout d'abord la catalyse homogène. Et une catalyse est dite homogène si le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase. En solution, ou ils sont gazeux, etc. Mais ils sont dans la même phase. Dans le cas d'une catalyse hétérogène, on a le catalyseur et les réactifs qui se trouvent dans des phases différentes. Le plus souvent, dans ce cas-là, le catalyseur est en phase solide et les réactifs sont en phase aqueuse ou gazeuse. Enfin, on trouve un type de catalyse qui est très intéressant aussi, c'est la catalyse enzymatique, où les enzymes jouent un rôle. Alors, les enzymes sont des protéines, c'est-à-dire des chaînes d'acides aminés. Ce sont des catalyseurs biologiques. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce que veut dire ce schéma tout de suite. Ce qui se passe, c'est très facile, c'est que l'enzyme, ici, présente des sites actifs qui vont permettre de capturer des réactifs qui vont donc pouvoir réagir ensemble pour former un produit. D'accord? Donc, la catalyse enzymatique va avoir ici pour rôle d'avoir ici un catalyseur qui va favoriser la rencontre des réactifs pour qu'ils réagissent et forment le produit. Et ceci se fait grâce à cela. La conformation d'une protéine dépend du pH, voir chapitre précédent. D'accord? On l'a vu dans le chapitre acide-base. Et de la température du milieu dans lequel elle se trouve. C'est pourquoi ces catalyses sont très sensibles à ces deux facteurs. Alors cette catalyse enzymatique, elle est très efficace. Elle est sélective, elle ne favorise qu'un seul type de réaction, et elle se déroule dans des conditions dites douces. C'est-à-dire qu'il y a un pH voisin de 7 et une température de l'ordre de 20 à 40 degrés Celsius. Et c'est pour ça qu'elle intéresse beaucoup les chimistes, car elle permet de réaliser des réactions sans utiliser des solvants nocifs et nécessitant peu d'apport d'énergie. Ça va? Allez, nous arrivons à la fin de ces rappels. Nous allons voir ici la synthèse de l'ammoniac par l'industrie chimique et en milieu biologique. Donc voir ce qui se passe justement lorsqu'on utilise cette catalyse enzymatique. Donc lorsqu'on synthétise de l'ammoniac par l'industrie chimique, c'est ce qu'on appelle le procédé Haber, qui date de 1913 et qui est toujours utilisé. Et cette réaction, elle fait réagir finalement du diazote gazeux avec du dihydrogène gazeux également. Et la réaction donne lieu à l'apparition d'ammoniac gazeux. Une réaction qui n'est pas totale, hein, c'est une réaction qui a lieu dans les deux sens, mais il y a un équilibre qui se fait. Et cette réaction, en fait, elle se fait à 500-600 degrés Celsius, donc température assez haute, et sous une pression de 200 atmosphères. Donc c'est pas ce qu'on appelle les conditions 12. Hein, c'est plutôt des conditions assez difficiles à atteindre, on va dire, et qui demandent de l'énergie. D'accord? Donc forte dépense d'énergie pour réaliser cette réaction. Par contre, si on regarde la synthèse de l'ammoniac en milieu biologique, eh bien on va voir que c'est nettement plus doux. Alors certaines espèces de bactéries et d'algues cyanophycées sont capables de fixer le diazote de l'air, processus de réaction enzymatique du diazote en ammoniac, et cette réaction dont le mécanisme est extrêmement complexe, mais il est naturel, se fait à une pression de 0,2 à 1 atmosphère. Donc déjà les conditions de pression sont très cool, on va dire, par rapport à ça, par rapport à 200. Qui plus est, la température dont on parle là, c'est une température de 30 à 35 degrés. Alors, puisque c'est biologique, ça doit être dans des températures des corps, d'accord? 30-35 degrés plutôt que 500-600. Hein, vous remarquez la différence de conditions réactionnelles? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les conditions douces de travail et c'est ce qui intéresse les chimistes. Voilà, bien avec ça nous avons fait un petit peu le tour des rappels sur ce chapitre, ce module qui traite de la cinétique chimique et de la catalyse. J'espère que tout est OK
Jusqu'ici, n'oubliez pas de faire vos petites fiches basées sur ces rappels, et puis on se revoit tout de suite pour le quiz alors. À bientôt!